Bien, bonsoir. Merci d'avoir choisi la villa plutôt que le foot. Enfin, le foot ne vous est pas... Ah, s'il vous plaît, ça y est? Si? Bah si. Moi j'entends mon propre écho. Ça fonctionne ou pas? Ah, les avis sont partagés, mais je crois que monsieur, vous êtes le seul à ne pas être d'accord. Bon. Donc ça fonctionne. Donc je vous remercie d'être venu ce soir et d'avoir affronté les difficultés de l'euro à Marseille. Et malgré cela, vous êtes nombreux, nous en sommes heureux. Pour l'un de nos derniers mardis, l'ambassadeur Bernard Valero, directeur général de la Vitem Villa Méditerranée, ne pouvait malheureusement pas vous accueillir ce soir et il m'a chargé de le faire en son nom et en particulier de souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur Yves Aubin de la Messusière qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir nous parler ce soir sur la recomposition géopolitique des mondes arabes. Alors ce mardi, vous voyez, il a un caractère un petit peu particulier, enfin pour ceux d'entre vous en tout cas qui fréquentent nos mardis depuis le mois de septembre dernier. Pour la première fois, vous voyez, nous vous recevons ici au sous-sol parce que le porte-à-faux où se tiennent d'habitude nos conférences du mardi est en cours d'aménagement pour une exposition. D'ailleurs, en entrant dans la villa, vous avez peut-être vu l'annonce de cette exposition qui sera inaugurée le 23 juin, ouverte au public à partir du 24. Il s'agit d'une exposition du photographe Alfred Celan, Imperium Romanum, qui se tient chez nous dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Grand Arles Express. Les rencontres photographiques d'Arles, pour la première fois cette année, ont décidé de se délocaliser parce qu'elles sont à l'étroit dans la ville d'Arles. Et pour la première fois cette année, elles ont décidé d'organiser des expositions, l'une chez nous à Marseille, l'autre à Nîmes, la troisième à Avignon. Et nous avons la grande chance ici à la Villa Méditerranée d'accueillir cette exposition. Je suis allé la voir, enfin voir ce qui était en cours d'installation tout à l'heure, et je peux donc vous dire très sincèrement que ce sera une très belle exposition et que je ne saurais trop vous encourager à venir la voir. Son thème, l'Imperium Romanum, son thème, c'est les restes de l'Empire romain, les archéologiques romains sur le pourtour méditerranéen, mais vu dans une contextualisation contemporaine. Alors c'est très intéressant parce que ça touche à la fois tous les thèmes que nous avons essayé d'aborder ici à la Villa, les thèmes d'urbanisme, de sauvegarde du patrimoine, de tourisme, d'aménagement urbain. Tout cela, ce sont des thèmes qui sont touchés par cette exposition qui, sur le plan artistique, est d'une grande beauté. Donc je vous redis qu'elle est inaugurée officiellement le 23, qu'elle est ouverte au public à partir du 24, et vendredi... Alors vendredi, ça sera le 24, ça sera ouvert au public gratuitement, voilà. Enfin, c'est pas très cher les autres jours non plus. Et ça sera jusqu'au 20 septembre. Voilà, ça c'est une annonce que je voulais vous faire. Une autre annonce que je dois vous faire, c'est pour notre dernier mardi, pour nos deux derniers mardis. L'un d'entre eux est dans votre programme, c'est celui qui apparaît en dernier. Ce sera donc Henri Marty-Gauquier, qui est quelqu'un que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises ici à la Villa, ancien directeur de la BEI, Banque européenne d'investissement, qui nous fera une conférence sur, face aux enjeux posés par la situation en Méditerranée, quel rôle pour l'Union européenne et sa politique de voisinage. Donc ça sera mardi prochain, 28 juin à 19h. Et c'est le dernier mardi du cycle organisé par Euroméditerranée IHEDN, l'association présidée par l'amiral Coustillère. Comme vous le savez, nos mardis fonctionnent selon 4 cycles. Le cycle IHEDN Euroméditerranée, le cycle animé par François Burgat dans le cadre d'un atelier du CNRS, d'un laboratoire du CNRS, un cycle économique que nous avons mis en place avec le journal La Tribune et un cycle Grand Témoin. Et c'est dans le cadre de ce cycle Grand Témoin que nous accueillons aujourd'hui Yves Aubin de la Messusière. Mais avant de lui céder la parole, je voudrais faire une dernière annonce, et là je vous demande d'être attentif parce qu'elle ne figure pas dans les programmes et qu'elle sera mise en ligne seulement maintenant. Nous aurons un mardi tout à fait exceptionnel, le 5 juillet. Nous accueillerons Hubert Védrine, qui vient dans la région
parce qu'il est président, parmi ses nombreuses fonctions, il est président des rencontres de la photographie d'Arles, donc il vient pour la semaine inaugurale de ces rencontres à Arles, et il a accepté à cette occasion de faire un petit détour par la villa, et ça sera exceptionnellement à 17h, pas 19h, mais 17h, mardi 5 juillet. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, viendra nous présenter son dernier livre qui s'intitule « Le monde au défi ». Voilà, donc s'il vous plaît, prenez bien note, ayez la gentillesse de nous aider à relayer cette information, je pense qu'elle le mérite. Et donc maintenant, avant Hubert Védrine, donc ça sera un autre grand témoin que nous accueillons, l'ambassadeur Yves Aubin de la Messuisière. Les arabisants, les spécialistes du Moyen-Orient le connaissent bien, parce que c'était un des meilleurs spécialistes de la région au sein du ministère pendant ses longues années de service, en tant qu'ambassadeur, notamment en Tunisie et auparavant en Irak, mais également en tant que directeur d'Afrique du Nord, Moyen-Orient. Même après votre départ à la retraite, vous avez continué à suivre ces dossiers et à remplir des missions plus ou moins officielles. Je me permets de le dire, même si je ne devrais peut-être pas, mais comme la presse l'a dit, je crois que je ne trahis pas de secret. Votre nom a circulé après pour établir des contacts que la diplomatie ne pouvait pas établir directement, officiellement. Donc, vu vos connaissances, vu votre entre-gens, on a pensé que vous pourriez continuer à rendre des services. Et c'est bien sûr une chance pour notre ministère d'avoir des arabisants tels que vous et des connaisseurs de la région tels que vous. Je pense que c'est un peu de toute cette expérience que vous allez nous partager avec nous ici ce soir, mais c'est aussi, je pense, une analyse de la situation complexe à laquelle nous sommes confrontés. Ceux qui sont des habitués de la villa et des mardis de la villa ont vu différentes facettes et de cette complexité du Proche-Orient dans le cadre des mardis dont j'ai rappelé les cycles récemment. Je crois on a eu plusieurs sujets focalisés. Le dernier d'entre eux était sur les berbérismes. On a parlé des Kurdes, on a parlé de tel ou tel pays, l'Algérie, le Liban, parmi d'autres. Je crois que c'est intéressant ce soir d'avoir un peu en conclusion une synthèse, une vision globale de la part de quelqu'un qui a occupé des postes des fonctions dans les postes bilatéraux, mais qui a aussi surtout été le directeur ANMO, donc chargé de la synthèse pour le ministre de l'actualité, de la géopolitique dans l'ensemble de cette région du monde. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole en vous remerciant encore une fois d'avoir bien voulu accepter notre invitation à venir ce soir parler avec nous. C'est bon? Ah oui, voilà. Très bien. Je remercie la Villa Méditerranée. Je connais depuis quelques années, parce que vous avez omis de dire que j'ai eu quelques responsabilités dans la maison d'à côté, puisque j'ai présidé pendant 3 ans la mission ou l'association de préfiguration du MUSEM, et que je reste membre du conseil d'administration et que j'anime à la demande du président un conseil international du MUSEM. Alors vous parliez tout à l'heure de mes fonctions, effectivement, qui ont été les plus prenantes, les plus passionnantes et les plus difficiles, directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, et justement j'avais Hubert Védrine comme ministre. Et je vous encourage à lire son livre, petit livre, mais très dense, très analytique, et à la manière d'Hubert Védrine, qui s'appelle « Au défi du monde ». Je crois que c'est chez Fayard, si je me souviens bien. Voilà, donc je me félicite de savoir qu'Hubert Védrine sera présent parmi vous au début du mois de juillet. Alors donc j'ai suggéré d'aborder le monde arabe sous un angle géopolitique afin d'analyser les recompositions internes aux États arabes qu'il faut bien marquer dans leur diversité. C'est pour ça que parfois, parce que j'écris, ou je viens de déposer un manuscrit sur le monde arabe, que j'ai appelé le titre provisoire, le grand chambardement dans le monde arabe, et l'éditeur a dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le décliner, le mettre au pluriel, parler plutôt des mondes arabes? Enfin, j'y reviendrai.
Et donc ce contexte marqué par la décomposition de certains d'entre eux et aussi et surtout par la montée en puissance des organisations non étatiques. J'y reviendrai. Il y en a une de ces organisations dont on parle beaucoup, c'est bien entendu l'État islamique ou Daesh, mais il y en a d'autres aussi. Et d'autre part, j'analyserai les nouveaux rapports de force entre puissances régionales et internationales, plus particulièrement au Levant. Alors, je crois qu'il est utile de faire un petit bref retour dans l'histoire, puisque les médias ont beaucoup évoqué là récemment les accords qu'on appelle à tort accords Sykes-Picot de 1916, donc en quelque sorte ont commémoré le centenaire de ces accords. Et qui l'a remis dans l'actualité, ces accords, parce qu'il est plutôt une entente entre les deux plénipotentiaires français et britanniques, c'est Daesh, c'est l'État islamique, puisque symboliquement, ils ont effacé la frontière entre l'Irak et la Syrie. Mais ceci dit, les historiens rétablissent les faits et la vérité. Sykes-Picot, il y a une entente générale, et d'ailleurs les frontières qu'ils avaient imaginées donnaient d'ailleurs beaucoup plus de territoire à la France à l'époque. Donc la diplomatie britannique a mis tout son talent pour qu'il y ait une nouvelle recomposition. Et donc c'est la conférence de San Remo en 1920 qui a défini plus précisément donc les frontières et le partage entre les deux grandes puissances coloniales de l'époque. Et donc c'était à la fin de la Première Guerre mondiale, donc qui a débouché sur l'effondrement de l'Empire ottoman. Et on peut dire que la France et la Grande-Bretagne ont créé un nouvel ordre géopolitique régional au Levant. Et quand je parle du Levant, bon, c'est effectivement une appellation que l'on trouve encore au Quai d'Orsay et qui concerne donc Syrie, Liban, Palestine, donc Israël et aussi l'Irak. Donc voilà, enfin concernant, et aussi il faut dire que là en 1922 c'est la Société des Nations, la SDN, donc qui a consacré la dévolution des mandats donc à la Grande-Bretagne et à la France. Donc a été oubliée, c'est important de le rappeler, la promesse britannique faite au shérif Hussein de la Mecque de créer un royaume arabe englobant l'essentiel des territoires du Levant, devant former la Grande Syrie, qu'on appelle en arabe Bilad esham. Et cette appellation revient notamment dans toute la littérature politique et la propagande de l'État islamique, le Bilad esham. Et voilà, donc encore une fois, donc ces rappels historiques sont souvent le fait, effectivement, des organisations, et pas uniquement l'État islamique, c'est aussi Al-Qaïda et d'autres organisations. Voilà donc, très brièvement, et aussi rappeler, parce que ceci reste aussi dans les mémoires, et encore maintenant, s'agissant de la Syrie, c'est la France qui cède le Sandjak d'Alexandrette, province du nord-ouest de la Syrie, à la Turquie pour prix de sa neutralité dans le conflit mondial, dans la Seconde Guerre, dans le conflit mondial. Jusqu'à ce jour, les cartes officielles syriennes intègrent encore cette région qui est largement arabophone. Donc sur le versant britannique, en 1917, la déclaration Balfour, du nom du secrétaire d'État au Foreign Office, j'ouvre les guillemets, envisageant favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, changera aussi l'histoire du Proche-Orient en ouvrant un conflit presque centenaire. Parce que le conflit israélo-palestinien, j'y reviendrai là un peu plus tard, on le fait remonter à 1948. En fait, il remonte à 1916, parce qu'il y a eu même des confrontations entre populations palestiniennes, qu'on n'appelait pas palestiniennes, qu'on appelait arabes à l'époque, et israéliennes. Alors pour sa part, le royaume d'Italie, qui cherche aussi à développer son empire colonial, jette son dévolu sur l'ancienne province romaine de la Libye, sous souveraineté ottomane, qui est conquise en 1911. Quelques années plus tard, la puissance coloniale proclame la création de deux entités. C'est important de le rappeler, parce que c'est peut-être ce qui se passera si le moment venu, quand il y aura donc une normalisation en Libye. Donc deux entités, la République de Tripolitaine
et l'émirat de Cyrénaïque que Mussolini décidera plus tard de placer sous une administration directe commune. Donc on peut dire qu'au total, les puissances coloniales créent des États sans nation, en organisant des découpages de territoires qui font abstraction des aspirations des populations aux identités ethniques, religieuses et culturelles multiples. Alors que sous l'Empire ottoman coexistaient les communautés kurdes, arméniennes, sunnites, chiites, chrétiennes de différentes origines et israélites, les puissances coloniales les confinent dans des espaces découpés artificiellement en l'absence de tout sentiment national partagé. Donc ni la Syrie, ni l'Irak ou le Yémen ne parviendront à une véritable intégration nationale de ces communautés. Les minorités au pouvoir, les alaouites en Syrie et les sunnites en Irak, par exemple, empêchent tout processus de démocratisation et se maintiennent par la coercition ou la terreur. Lorsque la majorité domine, elle opprime les minorités, comme c'est encore le cas dans l'Irak d'aujourd'hui. Donc dans certains pays, les insurrections, que je préfère parce que vous connaissez l'appellation les printemps arabes, bon, emprunté des printemps des peuples européens de 1848, ce sont des appellations donc qui ont été créées plutôt en Europe, soit par des journalistes, reprises dans les pays arabes, mais assez peu. Moi, je parlerai plutôt de mouvements révolutionnaires. Et donc qui ont débouché parfois sur de véritables insurrections. Donc les insurrections de 2011 réveillent les identités premières, souvent tribales, claniques, transformées parfois en identités meurtrières, pour reprendre l'expression d'Amin Maalouf. Et qui vont, ce réveil de ces identités, provoquer des dynamiques, comme je le disais tout à l'heure, de décomposition des États. Donc après la chute des tyrans en Irak, en Libye et au Yémen, ce ne sont pas seulement les régimes qui disparaissent, mais des États qui se délitent. L'État syrien est en déliquescence, reposant essentiellement pour assurer sa survie sur des forces miliciennes, locales ou régionales, telles que le Hezbollah, pour reconquérir des territoires avec l'appui, on y reviendra, de l'Iran et de la Russie. Donc dans les régions hors du contrôle de Damas et de l'État islamique, se sont constitués progressivement des territoires gérés par des milices à caractère ethnique, s'agissant notamment des Kurdes, ou confessionnels à dominante islamiste. On a même vu aussi, on en parle assez peu, des micro-milices d'autodéfense qui se sont constituées au sein des communautés, notamment des communautés chrétiennes, aussi des Turkmènes, bien entendu soutenus par la Turquie. Et on voit même les grandes confédérations tribales, les Chammars, qui sont à cheval entre la Syrie, l'Irak et l'Arabie saoudite, qui se constituent aussi, qui constituent des milices d'autodéfense. Tout ça se traduit, j'y reviendrai, par une fragmentation extraordinaire de ces territoires. S'agissant de la Syrie plus particulièrement, mais aussi de l'Irak. Alors, pour revenir à ce que j'appelle ces pouvoirs miliciens qui se développent un peu partout, aussi en Libye, et s'agissant de l'Irak, le gouvernement de Bagdad a recours, et on l'a vu dans l'actualité toute récente, à des milices chiites contrôlées plus ou moins par Téhéran pour reconquérir des villes. C'est actuellement s'agissant de Falloujah et d'autres villes, et donc de territoires qui étaient passés sous le contrôle de l'État islamique. Donc le Yémen actuel, issu de la réunification en 1990 de ces deux composantes, au nord, l'imama zaïdite renversé en 1962, et au sud, le protectorat britannique avec Aden comme capitale, n'a jamais trouvé la stabilité. Le régime de Sanaa est confronté depuis une dizaine d'années à une rébellion au nord menée par les milices houthistes d'obédience zaïdite qui réussissent à conquérir de larges territoires et la capitale. Et alors juste un mot concernant, puisque j'étais en poste au Yémen, donc il y a fort longtemps, premier diplomate à mettre les pieds au Yémen après la fin de la guerre civile, ces zaïdites qu'on qualifie de chiites. Alors effectivement, il y a une filiation avec le chiisme puisqu'il y a la reconnaissance de la
primauté de Ali, le gendre et le cousin du prophète, dans la succession du prophète. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire, les zaïdites, à qui j'ai eu l'occasion de m'y intéresser, me disaient, mais finalement, il faut nous considérer comme étant, nous, le cinquième rite de l'islam orthodoxe, avec les Hanafites, les Hanbalites, les Chafiites et les Malikites. Et donc sans lien avec le chiisme iranien ou le chiisme ismaélien, le chiisme duodécimain. Et enfin maintenant la situation a évolué pour différentes raisons et qui n'ont rien à voir avec la religion. J'y reviendrai parce qu'il y a une espèce de construction, de fabrique de l'opposition entre le sunnisme et le chiisme qui est de nature beaucoup plus politique que religieuse. Donc alors voilà, donc le délitement de cet État, puisque là on est aussi, après l'Irak, la Syrie, donc le Yémen, on peut le considérer aussi comme un État failli et qui a permis évidemment la consolidation de l'installation d'Al-Qaïda qui est présent depuis une dizaine d'années et maintenant, depuis peu de temps, l'État islamique est présent notamment dans ce qui était la capitale, enfin la seconde ville du Yémen, Aden. Et donc le Yémen devient une terre refuge pour le Al-Qaïda déjà depuis un certain nombre d'années et maintenant de plus en plus de la part de l'État islamique. Alors autre exemple de fragmentation radicale, la Libye s'enfonce dans le chaos. À côté du clivage idéologique autour de la place accordée à l'islam politique dont se revendique la majorité des factions présentes à Tripoli, qui n'ont rien à voir avec évidemment l'État islamique ou Al-Qaïda. Et donc, voilà un pays aussi dominé par une multitude de fractures locales et parfois dominantes tribales. C'est le lourd héritage, à l'évidence, de Kadhafi, qui gouvernait dans les dernières années de son règne en s'appuyant sur un réseau d'allégeances tribales. Et donc, dans cette situation un peu de quasi-anarchie, l'État islamique ne peut que prospérer et encore, là aussi, faute d'armée nationale, le gouvernement d'union nationale formé donc début 2016 ne peut se passer aussi de l'appui de milices locales. On est aussi dans une évolution de pouvoir milicien. Donc, alors voilà aussi, puisque je faisais allusion donc à l'époque de la conquête en 1911 par les Italiens de la Libye, que le chaos libyen actuellement a réveillé les forces centrifuges en Cyrénaïque où sont concentrées d'importants 70% des ressources énergétiques. Et certains qui essaient d'imaginer en Libye même et à l'extérieur aussi que peut-être la solution pour la Libye pourrait être le moment venu une solution à caractère fédéral. Et alors pour revenir, les guerres civiles en Irak et en Syrie et au Yémen, donc favorise les replis des communautés ethniques religieuses au sein de groupes à caractère tribal ou clanique, réactualisant le concept, et là je m'adresse, il y a ici de quelques arabisants distingués, parce que je ne sais jamais pourquoi, quand on parle d'arabisants, s'ils sont de bons arabisants, ils sont distingués, comme si les russisants ou sinisants n'étaient pas distingués. Alors il y a ici des arabisants distingués, donc c'est le concept de la rasabiya, que l'on traduit, que l'on peut traduire par esprit de corps, analysé au XIVe siècle par Ibn Khaldoun, l'un des précurseurs, on peut dire, de la sociologie politique. Et il démontre que le déclin des grands empires génère des processus de fractionnement, des liens de solidarité au sein des sociétés qui se brisent en factions. Et c'est la réalité pour certains de ces pays, plus particulièrement, je l'ai donc désigné, la Syrie, l'Irak, le Yémen et la Libye. Alors, un trait commun réunit les pays que je viens d'évoquer, ce sont des régimes républicains, autocratiques, en perte de légitimité. Bon, je ne vais pas revenir sur le ressort des printemps arabes ou des révolutions arabes, mais c'est l'une des explications. Alors, comparativement, les monarchies arabes ont mieux résisté au mouvement de révolte. L'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe, tout en utilisant la coercition, mobilisent la manne pétrolière pour apaiser les tensions. Les souverains marocains et jordaniens, dont la légitimité dynastique n'est pas réellement contestée, se sont engagés depuis une vingtaine d'années dans un processus lent, prudent, mais réel, de libéralisation de la scène politique. C'est ce qui peut expliquer la stabilité de ces deux pays.
Alors, en Syrie et en Irak, autre phénomène, et tout ça dans le cadre, c'est un peu le premier chapitre de mon propos, du délitement des États, sont constatés donc, en Syrie et en Irak des phénomènes de purification ethnique et religieuse et de déplacement forcé de population, donc essentiellement liés aux conquêtes de territoires par l'État islamique. Et on a parlé notamment de la communauté yézidi, donc qui est confrontée à un phénomène véritablement de génocide. C'est le cas des chrétiens, c'est aussi, et aussi bien entendu d'autres minorités. Et même, puisque là, vous me disiez là tout à l'heure qu'il y a eu ici une rencontre, un grand événement autour de la question kurde. C'est très intéressant parce que là, effectivement, c'est l'un des éléments, mais enfin j'y reviendrai plus longuement. Même les Kurdes, dans les territoires qu'ils viennent de conquérir, où il y avait une majorité kurde, mais d'autres minorités, il y a eu aussi des phénomènes de déplacement de population, et on n'est pas très loin aussi de la purification ethnique. Et je le dis pourquoi ? Parce que souvent les Kurdes, parce que nous avons une politique pro-kurde assez ancienne, d'ailleurs à l'époque, un autre ministre que j'ai eu après Hubert Védrine, Bernard Kouchner, on connaît son tropisme kurde, finalement on les protège, mais ils sont souvent dans les exactions. Et notamment, et c'est même le cas notamment du PKK. Même si on peut se féliciter qu'il est à l'avant-garde de la lutte contre l'État islamique. Voilà donc... alors, il est trop tôt pour mesurer les effets durables de ces transferts de population dans ces deux pays, donc l'Irak et la Syrie, et de leur regroupement dans des régions à forte concentration communautaire. Et alors, il y a aussi une idée reçue s'agissant de l'Irak et surtout de la Syrie. On pense qu'il y a des régions qui sont totalement homogènes et certains commencent à spéculer sur un Sunnistan, qui serait à cheval entre la Syrie et l'Irak, entre un État alawite. C'était un fantasme aussi à l'époque du mandat français, puisqu'on a créé pendant quelques années ce qu'on appelait un État des alaouites. Et alors que dans la région de Latakia, où il y a une dominante effectivement alaouite, mais les populations sunnites aussi sont extrêmement présentes et coexistaient jusqu'à, bien entendu, l'avènement du conflit en Syrie. Voilà, donc je ne peux pas croire a priori donc à la création, le moment venu, comme un élément de la solution de la tragédie syrienne d'un fief alaouite autonome qui serait dans la région de Latakia. Personne n'en veut, que ce soit le régime de Bachar el-Assad ou les différentes factions ou les différentes rébellions. Et voilà, donc, concernant les communautés chrétiennes du Levant, elles semblent condamné à se réduire drastiquement, bien avant les événements de 2011, bien entendu, bien avant donc la survenue de l'État islamique. Et donc elle se place, moi je l'ai vu quand j'étais ambassadeur en Irak, alors qu'il y avait aussi des départs un peu anticipés de ces communautés chrétiennes, notamment dans la région de Mossoul, qui avaient donc tendance à migrer vers l'Europe, vers les États-Unis, et vers le Canada notamment, comme s'ils anticipaient d'abord la fin du régime de Saddam Hussein, qui était évidente même s'il n'y avait pas eu la guerre de 2003, et parce qu'ils pressentaient donc la montée en puissance de l'islamisme radical. Alors il faut le comprendre aussi, même si ce n'est pas une justification, les communautés chrétiennes aussi en Syrie se placent sous la protection du régime de Bachar el-Assad, comme elle se plaçait sous la protection du régime de Saddam Hussein. Voilà, donc au total, on assiste dans cette région à des conflits non étatiques qui se substituent aux conflits interétatiques qui ont marqué les années 1980-1990. Il y a eu notamment conflit Irak-Iran et bien d'autres aussi. Donc les acteurs non étatiques maintenant jouent un rôle décisif. Donc, l'État islamique, alors on peut l'analyser. Est-ce que c'est un État ? Est-ce que c'est un proto-État ? Il n'y a pas de doute qu'il a les caractéristiques d'un État, parce que, contrairement à Al-Qaïda, il a un territoire, même s'il se réduit du fait de la reconquête de ces territoires, que ce soit en Syrie et en Irak, mais il est encore solidement implanté dans beaucoup de villes. On voit bien la difficulté d'entrer dans Fallujah, la difficulté de rentrer en Syrie à Raqqa.
et il a une grande propension à se déployer, à se projeter ses forces sur d'autres territoires, à l'intérieur de la Syrie, de l'Irak, ou alors vers le Yémen, et on a vu vers la Libye. Donc, première caractéristique, le territoire. Il a une population donc plutôt homogène, même si je ne crois pas, disons, à l'avènement d'un sunnistan, mais plutôt homogène et sunnite. Et il a des moyens armés aussi qui sont importants. Il a des ressources, certes en diminution. Donc, on pourrait le considérer non pas comme un État, parce que souvent, on entend, si vous voulez, dans les critiques que l'on fait, on a raison de critiquer l'État islamique. D'abord, il faut l'appeler pour ce qu'il est. Il s'appelle l'État islamique. Mais appelons non pas Daesh, parce que c'est un acronyme qui vient de l'arabe qui est totalement dépassé. Et c'est l'État islamique qui a été proclamé par le calife El-Baghdadi, autoproclamé, là, bien entendu, et qui a bien voulu montrer, donc, en créant cet État islamique, cette vocation quasiment universelle de l'État islamique. Et alors voilà, donc il y a l'État islamique, donc il y a aussi, bien entendu, Al-Qaïda, et il y a aussi le Hezbollah. Le Hezbollah est une organisation non étatique, mais qui est dans l'État libanais en même temps, parce qu'il a été élu, il participe au gouvernement, pas tout le temps, mais parfois. Mais il a sa propre logique, sa propre armée, et il se déploie, puisqu'il est là, dans l'aide et dans la défense du régime de Bachar el-Assad, et avec un certain succès, il est présent sur un autre front, aussi le front israélien. Voilà donc... alors, deuxième partie donc, de mon propos, j'espère ne pas être trop long. Vous me laissez jusqu'à quelle heure? 8 heures et quelques? Oui, très bien. Donc les révolutions arabes au Proche et Moyen-Orient ont pour conséquence de redistribuer les cartes entre les différents acteurs régionaux et internationaux, le plus souvent en compétition, voire en confrontation. Et bon, ça a été déjà le cas donc à l'époque de Saddam Hussein. Et voilà, donc on peut dire que l'occupation américaine de l'Irak durant 8 ans donc, a modifié complètement la donne stratégique. Voilà un État qui est encore failli, qui se reconstruit, qui dispose de ressources considérables. Cela demandera du temps. Mais je pense que la question est plus facile à résoudre en Irak qu'en Syrie pour différentes raisons, parce qu'on n'assiste pas à la même fragmentation du territoire. Donc on voit la montée en puissance, donc on voit un Irak, il faut voir dans son opposition avec la Perse, c'est comme ça qu'on appelait en Irak et en Syrie, l'Iran, donc c'est un pays qui est durablement disqualifié comme puissance régionale. Et dans le chaos qui s'ensuit, accentué par le sectarisme anti-sunni du gouvernement de Nouri el-Maliki, mis en place par les Américains, donc, et c'est là qu'a émergé donc Al-Qaïda, donc, qui est Al-Qaïda, la matrice du futur État islamique. Donc l'Iran, ne pouvant tolérer la présence d'une entité islamique sunnite à ses frontières, intervient donc directement dans le conflit, comme je le disais tout à l'heure, par l'entremise des milices chiites qui, au passage, ont commis des exactions terribles, notamment à Mossoul, ce qui explique que finalement l'État islamique a été plutôt bien accueilli par la population donc sunnite de Mossoul. Ça ne veut pas dire pour autant, bien entendu, que cette population de Mossoul, c'est souvent une société assez sophistiquée finalement à Mossoul, avec ses vieilles traditions, adhère à l'idéologie de l'État islamique. Mais on aurait davantage plus peur des milices chiites que de l'État islamique. Alors voilà, donc alors on voit donc c'est la montée en puissance de l'Iran, donc qui intervient, ça vous le savez, directement en soutien de l'armée syrienne, ainsi que par l'entremise du Hezbollah libanais. C'est pour ça qu'on peut se demander, puisqu'on parle de l'influence russe qui est considérable, j'y reviendrai, mais ici le poids de l'Iran n'est pas encore beaucoup plus important, et qui est ancien d'ailleurs, hein, cette relation stratégique qui date depuis donc l'avènement de la révolution islamique là, à Téhéran, qui s'est renforcée avec on peut dire une forme d'iranisation hein, qu'on a pu constater, que j'ai pu constater lors d'un séjour de 2 ou 3 années avant la révolution syrienne, une forte présence iranienne, et pas uniquement idéologique, qui n'est pas uniquement militaire. Les services de renseignement iraniens sont extrêmement présents, mais elle est aussi économique. Les Iraniens achètent donc énormément. Et de construire des mosquées qui sont proprement chiites,
et si bien que cette minorité alaouite est de plus en plus considérée comme étant, j'ai oublié de vous le dire, chiite, alors que comme les houthistes ou les zaïdistes plutôt du Yémen sont assez éloignés, bien entendu, du chiisme traditionnel, même s'il y a une filiation, parce qu'alaouite, donc ça fait référence à Ali, et ça fait référence à la primauté donnée aux cousins et aux gendres du prophète dans la succession. Mais ceci dit, non, absolument dans le culte, dans leur doctrine, rien à voir avec donc le chiisme duodécimain ou septimain. Voilà donc, et on voit donc un Iran qui inquiète, bien entendu, notamment les pays du Golfe, mais j'y reviendrai. Donc le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie, puissance régionale sunnite, n'ont de cesse donc de contrer cette influence iranienne, notamment en Syrie. Donc ils s'appuient militairement et financièrement sur des rébellions de différentes obédiences, surtout islamistes, y compris le Front al-Nusra. Alors, on a souvent accusé l'Arabie Saoudite de soutenir l'État islamique. En tant qu'État, certainement pas. Mais parce que l'Arabie Saoudite est une cible privilégiée de l'État islamique et de Daesh. Mais par contre, à la fois de la part de l'Arabie Saoudite, où Daesh, l'État islamique, est présent, il y a des attentats qui sont commis régulièrement. Mais par contre, l'Arabie Saoudite, comme d'autres puissances sunnites, c'est le cas du Qatar, c'est le cas de la Turquie, et aussi, on en parle assez peu, mais c'est le cas aussi du Koweït, qui aide financièrement, non pas l'État islamique, mais indirectement Al-Qaïda à travers le front al-Nusra, concurrent donc de l'État islamique, très présent en Syrie. Et voilà, donc... Alors pour simplement, je ne vais pas trop le développer pour aller à l'essentiel sur la recomposition géopolitique entre les différentes puissances régionales et internationales. Il est important de souligner qu'en se différenciant d'Al-Qaïda, l'organisation d'Abou Bakr el-Baghdadi, donc le calife autoproclamé, passe d'une logique, cette organisation, de réseau à une logique territoriale qui lui permet donc d'exercer une forte attractivité auprès des formations radicales au-delà même du monde arabe. Alors, c'est très intéressant de voir Al-Qaïda déterritorialisé qui se territorialise progressivement un peu sur le modèle de l'État islamique. Ils sont fortement en concurrence et d'ailleurs il y a des confrontations aussi qui se déroulent notamment au nord de la Syrie entre ces deux groupes, le Front al-Nusra et d'autres aussi, parce que le Front al-Nusra, il y a une nébuleuse, il y a d'autres aussi organisations islamistes radicales. Alors voilà, donc un mot sur la Turquie. La montée en puissance de la Turquie dans le contexte des révolutions arabes ne s'est pas confirmée. Alors malgré, il faut se dire, mais c'est incroyable, concernant la Turquie, on pensait qu'elle était amenée à jouer un rôle important dans le conflit, la résolution du conflit syrien. Et il faut donc, et dans le cadre aussi régional, se développer en Turquie au cours de ces dernières années sous l'influence de l'ancien ministre des Affaires étrangères devenu Premier ministre et écarté par Erdogan, Ahmed Davutoglu, et qui a donc développé en quelque sorte une diplomatie néo-ottomane. On voyait une influence importante de la Turquie, notamment auprès des mouvements islamo-conservateurs. C'est le terme que j'utilise pour ne pas utiliser islamiste. Islamo-conservateur, c'est donc le mouvement des frères musulmans, donc en Égypte, qui est la matrice aussi d'autres mouvements islamo-conservateurs, notamment le Nahda en Tunisie, dans une moindre mesure, le Parti pour la justice et le développement aussi au Maroc. Et la politique proclamée d'Erdogan était de dire zéro problème avec le voisinage. Et finalement, il n'a que des problèmes avec l'ensemble de ses voisins. Il n'a qu'une seule préoccupation, voire une obsession, c'est d'éviter que se forme le long de la frontière turque donc une autonomie kurde. Et voilà, donc maintenant on peut dire que la Turquie se trouve en situation de quasi isolement diplomatique. Alors donc la question kurde, on peut revenir à la question kurde quelques mots, donc qui est au cœur du processus de recomposition, on peut dire géostratégique au Proche-Orient.
Alors, se pose la question, le Kurdistan, notamment d'Irak, accédera-t-il à l'indépendance? Parce qu'on voit que régulièrement, Massoud Barzani appelle à la tenue d'un référendum sur la création d'un État kurde au nord de l'Irak. Le Kurdistan, effectivement, il dispose des éléments donc, de la souveraineté, parce que l'autonomie, même à l'époque de Saddam Hussein, s'était créée donc une autonomie qui s'est développée. On n'est pas très loin, bien entendu, d'une forme d'indépendance. Et depuis la conquête de Kirkouk par les Kurdes, donc ça lui assure la rente pétrolière. Et donc la question de l'indépendance, ou pour le moins d'un statut d'autonomie encore renforcé dans le cadre d'un État fédéral, sera posée une fois stabilisée la situation en Irak et probablement aussi en Syrie. La question se posera dans la mesure où les forces kurdes, plus ou moins liées au PKK turc, enfin des Kurdes de Turquie, compte tenu de leur engagement et de leur réussite, et compte tenu aussi du soutien des puissances occidentales, notamment des États-Unis, revendiqueront certainement, et pour le moins, une forme non pas d'indépendance, mais d'autonomie. Voilà, donc... Alors, donc, quand on regarde un peu le paysage, là, donc au Proche et Moyen-Orient, quid de l'Égypte, hein, donc l'Égypte qui a été au cours des dernières années de Moubarak en recul sur la scène régionale à la fin donc, des années Moubarak, qui semble retrouver son poids stratégique essentiel. Alors on peut critiquer l'Égypte, hein, ce qui se passe à l'intérieur, c'est terrible, hein, la répression. Abdel Fattah al-Sisi redevient en quelque sorte un nouveau pharaon. Et peut-être même que la répression est plus terrible qu'à l'époque de Moubarak. Mais d'un autre côté, donc l'Égypte retrouve son poids stratégique qui est essentiel pour l'équilibre régional devant le constat que les trois principales puissances de la région, Israël, l'Iran et la Turquie, ne sont pas arabes. Alors je reviendrai sur l'Arabie saoudite, qui a une vocation aussi à devenir une puissance régionale dominante, mais qui a ses limites. Alors voilà, donc mais d'un autre côté, l'Égypte retrouve effectivement les éléments de sa puissance. C'était quand même le grand pays du Proche-Orient, mais le développement de cette puissance se fait à l'ombre des autres puissances du Golfe, et notamment de l'Arabie saoudite, qui finance son économie, ses fournitures d'armement, dont les deux fameux porte-hélicoptères Mistral et des avions de combat aussi Rafale. Et voilà, donc on peut dire, alors concernant les équilibres régionaux, c'est clairement l'Arabie saoudite qui mène le jeu, qui a commencé d'abord à marginaliser le Qatar aux ambitions démesurées, hein, compte tenu de sa très faible population, de son territoire extrêmement réduit, et certes, puissance financière, mais ce n'est pas avec ça que l'on peut créer une véritable puissance stratégique. Et alors par contre, l'Arabie saoudite a véritablement les éléments de la puissance. Elle a un vaste territoire, elle a une population, à l'inverse de ce qui se passe dans les autres pays du Golfe, elle est majoritairement saoudienne. Il est difficile d'avoir des chiffres très précis sur la population saoudienne. On parle de 30 millions d'habitants. On peut estimer qu'il y a peut-être 10 millions d'étrangers, mais il y a 20 millions de Saoudiens. Et donc l'Arabie saoudite, qui a aussi une armée qui devient, même si elle n'est pas forcément, on a vu le désastre au Yémen, parce que c'est un désastre, notamment pour les populations yéménites. Vous avez vu qu'il y a eu un débat aux Nations Unies, une querelle entre Ban Ki-moon et les Saoudiens, parce qu'on inscrivait l'Arabie saoudite parmi les pays qui arrivaient, à travers leurs interventions, à massacrer des enfants. Et donc l'Arabie saoudite dispose d'une puissance militaire, et actuellement l'Arabie saoudite est le premier acheteur au monde d'armement militaire. Donc c'est toujours le cas pour les États-Unis, bien entendu aussi la France et d'autres pays européens. Voilà, donc il y a cette volonté de puissance de l'Arabie saoudite qui a réussi dans son intervention au Yémen. Donc c'est l'Arabie saoudite qui en a pris
l'initiative et qui a pu donc s'assurer de l'appui des pays du Golfe. Et surtout le Koweït, les Émirats arabes unis, surtout les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, mais Oman qui restait un petit peu à part. C'est très intéressant de voir la situation de ce petit pays qui est ni sunnite ni chiite. Ils sont ibadites. C'est donc, on ne va pas faire l'histoire de l'ibadisme, ce sont des kharijites, ceux qui sont sortis de l'islam orthodoxe et qui ont essaimé. Donc ils sont présents en Oman, ils sont présents en Libye, au Djebel Nefoussa, ils sont présents en Tunisie, à Djerba, ils sont ibadites, et aux Zanzibar aussi. Et en Algérie, le Mzab, bien entendu, sans qu'il y ait de réelle connexion entre eux. Et donc il y a la modération de Mascate qui fait le lien, parfois, quand il y a des tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et voilà, donc cette Arabie saoudite, et qui a essayé aussi de créer une grande coalition. Alors j'ai oublié de dire, oui, concernant le Yémen, l'Arabie saoudite, mais finalement tout ça n'a pas eu de résultat réel, a réussi à entraîner d'autres puissances sunnites, c'est-à-dire la Jordanie et même le Maroc. Le Maroc qui a perdu un avion et, à mon avis, qui ne participe pas réellement à la coalition, là, actuellement, compte tenu, effectivement, des résultats et du désastre. Alors, donc, il y a le Liban, très rapidement déjà fragilisé par l'instabilité institutionnelle, l'afflux de plus d'1 million de réfugiés syriens. Donc se trouve l'otage maintenant du conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y a eu des tensions là actuellement entre les deux pays du fait et l'Arabie saoudite a décidé d'arrêter la fourniture d'armements à l'armée libanaise, des armements d'ailleurs d'origine française, alors que c'est une armée effectivement qui n'est pas une armée confessionnelle au Liban. Alors il y a une autre armée, enfin je vous en ai parlé là avec le Hezbollah, c'est tout à fait autre chose. Voilà donc. Et les pays du Golfe se sont alignés dans cette tension au point même qu'il y a eu, dans certains pays du Golfe, ont entamé un processus d'expulsion de ressortissants libanais chiites, considérés comme étant proches du Hezbollah. Alors c'est en partie la réalité, mais pas toujours malheureusement. Alors voilà, donc un mot aussi comme puissance régionale, non arabe, mais essentielle, c'est d'Israël, qui participe activement donc de la nouvelle donne stratégique régionale. Et Tel Aviv développe son emprise dans les territoires occupés en Cisjordanie. C'est pas la peine de chacun est au courant. Il maintient un blocus serré du territoire de Gaza, ce qui repousse durablement, bien entendu, la solution de deux États. Mais l'État hébreu donc réussit à s'assurer, avec succès, il faut le dire, de la neutralité de ses voisins arabes, notamment de l'Égypte, puisque le blocus est organisé par Israël, mais aussi par l'Égypte, et aussi donc la Jordanie qui y participe. Et voilà, donc la coopération sécuritaire entre Le Caire et Tel Aviv n'a jamais été aussi étroite, les Égyptiens participant donc, comme je vous le disais, au blocus de Gaza. Et des canaux de discussion aussi existent entre Israël et plusieurs pays du Golfe, et notamment l'Arabie saoudite, puisque chacun de ces pays ont la même préoccupation qui leur apparaît essentielle, c'est leur sécurité de leur territoire et la sécurité régionale. Alors ceci, pour autant, donc un mot pour le conflit israélo-palestinien. On a cru à tort, au moment de la survenance des révolutions dans le monde arabe, que ce conflit israélo-palestinien était en quelque sorte marginalisé et qui pouvait être en fait traité, on peut le dire traité, comme un conflit de basse intensité, et il appartenait donc à Israël lorsqu'il y a eu les différentes intifadas, là récemment la révolution des couteaux, de pouvoir le régler. Mais là, on doit rendre hommage, non pas parce que je suis un ancien diplomate et spécialiste du monde arabe, à l'initiative qui a été prise récemment par la France et qui avait pour objectif de montrer que, en quelque sorte, le conflit israélo-palestinien restait central. Bien entendu, tout ne doit pas se remonter au conflit israélo-palestinien, mais s'il y avait une réelle perspective, ça aiderait tellement à la résolution de certains conflits. On oublie de dire que dans la propagande djihadiste, Israël apparaît comme étant de nouveau, enfin, comme une cible qui redevient prioritaire.
Et dans la propagande aussi de l'État islamique dans Al-Qaïda, on évoque très souvent donc Jérusalem, et cela mobilise. Et on voit bien même qu'il y a une prégnance aussi, pas aussi importante, mais qui inquiète les services de sécurité israéliens, qui le disent d'ailleurs très ouvertement. Ils sont présents, des djihadistes, pas forcément l'État islamique, mais d'autres formations à Gaza, en Cisjordanie, et même parmi les Arabes israéliens, puisque une trentaine d'entre eux ont rejoint les rangs de l'État islamique. Donc là, il y a effectivement un foyer de tension qui peut avoir des conséquences. Alors donc les révolutions arabes aussi ont modifié les équilibres au sein des institutions régionales. La Ligue arabe, alors qui parle maintenant de la Ligue arabe? Au début de la révolution en 2011, on a eu l'impression qu'elle pouvait jouer un rôle. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Alors, on assiste maintenant à un basculement, on peut le dire, de puissance vers les États du Golfe. Par contre, le Conseil des pays arabes du Golfe, voilà, ça a été sous l'égide et sous l'influence, dans un premier temps, du Qatar, et maintenant, c'est l'Arabie saoudite, donc, qui se renforce et qui constitue véritablement, on peut dire, une forme de pôle de puissance assez homogène, et avec, bien entendu, l'Arabie saoudite qui exerce depuis une influence déterminante, et d'ailleurs qui a permis justement cette concertation entre les pays du Golfe, cette solidarité à éviter que la révolution à Bahreïn, où là il y a une majorité chiite, donc, et une minorité sunnite, et la monarchie est sunnite, quand il y a eu le début de la révolution, il y a eu des interventions armées, même s'il n'y a pas eu des confrontations réelles, mais les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont envoyé des moyens militaires pour défendre le régime. Alors, ne parlons pas effectivement des réserves, des rentes considérables de l'ensemble de ces pays du Golfe qui disposent d'environ un quart des réserves mondiales de pétrole et de gaz naturel. Et voilà, et cette manne pétrolière permet bien entendu à ces pays d'assurer son rôle d'État-providence et d'alimenter des fonds souverains estimés dans l'ensemble pour les pays du Golfe à 1600 milliards de dollars. Voilà, donc alors un mot sur ce qu'on appelle la... Alors maintenant passons au niveau des puissances internationales. Donc il y a, puisque je parlais des pays du Golfe, pour faire la transition, une grande inquiétude de ces pétromonarchies devant ce qu'ils considèrent comme un désengagement américain, et aussi, bien entendu, leur réaction a été très vive, notamment l'Arabie saoudite, lorsqu'il y a eu la conclusion de ce règlement sur le nucléaire iranien. Ils y voyaient aussi une forme de, non pas de renversement d'alliance, mais un désengagement des États-Unis. Moi, je pense que c'est plutôt un rééquilibrage stratégique. Il ne faut pas se tromper. Les États-Unis, d'ailleurs, qui vient de le dire là récemment? J'ai entendu ça hier. Poutine a dit dans une déclaration, parce qu'il organise un mini Davos à Moscou, il dit il ne faut pas se tromper, il y a une seule superpuissance, ce sont les États-Unis. Et effectivement, les États-Unis donc restent une puissance majeure dans la région, et il ne faut pas croire à un désengagement. Il y a un moindre intérêt, ça il n'y a pas de doute, de Barack Obama. Sa stratégie consistait à désengager, bien entendu, les forces armées qui étaient déjà entamées en Irak et de ne pas intervenir militairement, nous le savons, parce que nous aurions souhaité organiser des bombardements contre, au moment de la découverte ou l'utilisation d'armements chimiques. Ça a été une très grande déconvenue pour la diplomatie française, ça on le sait. Mais ça, c'est la politique de Barack Obama, un engagement qui est limité. Et il y a une nouvelle doctrine, d'ailleurs, qui s'est élaborée à l'occasion du conflit libyen, lorsque c'est à l'initiative de la France et aussi de la Grande-Bretagne, mais on a pu mobiliser l'OTAN. Et c'est cette doctrine qu'on appelle le leading from behind, c'est-à-dire les États-Unis restent très présents, mais en laissant d'autres puissances, la France, les pays européens,
ou l'Arabie saoudite, en disant, bon, ben, s'il y a un problème à régler au Yémen, il appartient à l'Arabie saoudite. Mais finalement, les États-Unis sont entraînés, y compris au Yémen aussi, en apportant un appui logistique. Il ne faut pas se tromper. Là. J'ai eu des éléments d'information là tout récemment. La 5e flotte qui est présente dans le pays du Golfe est basée à Bahreïn, c'est encore récemment renforcée. Donc on ne peut pas parler de désengagement. Et il y a maintenant aussi les forces spéciales qui sont de plus en plus. C'est une autre moyen d'intervenir, aussi avec les drones et avec des résultats. Et les frappes aériennes en Syrie et en Irak, elles sont à 90% américaines. Comment peut-on parler d'un désengagement américain ? Et donc ce n'est pas le cas. Alors attendons de voir ce qui se passera avec la nouvelle présidence. Si c'est Trump, espérons que non. Mais bon, parce que ça risque d'être un grand désordre mondial. Mais Hillary Clinton, il faut se souvenir qu'elle était favorable à l'intervention américaine en Irak. Elle a voté pour quand elle était, oui, sénatrice de New York. Et puis aussi, elle aurait souhaité que les États-Unis interviennent directement aussi en Libye. Elle est beaucoup plus interventionniste. Donc, on ne peut pas, moi, à mon avis, évoquer ce désengagement. Et donc, les États-Unis, je conclus en disant sur ce thème, restent au cœur de l'architecture de la sécurité au Moyen-Orient. Donc, et la doctrine des États-Unis concernant la région du Moyen-Orient s'est exprimée, et donc a fixé une ligne rouge, c'est la liberté de circulation maritime dans le Golfe. Et comme je vous le disais là tout à l'heure, la 5e flotte basée dans le Golfe, donc c'est récemment renforcée, alors même qu'il n'y a pas de menace directe, notamment de la part de l'Iran. Alors voilà, donc autre puissance quand même à la fois donc régionale, internationale, bien entendu, c'est la Russie qui s'est invitée par surprise et en force dans le dossier syrien en engageant une intervention militaire. Moi, ce qui me frappe, quand on analyse tout ce qui s'est passé là, notamment en Syrie et ailleurs, donc l'Europe, les États-Unis, ont été surpris. On va de surprise en surprise. Et je ne comprends pas qu'on soit surpris que les Russes interviennent en Syrie. Parce qu'on a limité l'influence russe à la petite base qu'ils ont à Tartous, qu'ils ont depuis les années 60, parce que la Russie a entretenu, avant même l'avènement du régime de Hafez al-Assad, et puis avec Bachar al-Assad qui lui a succédé, avec des relations notamment militaires, et aussi avec l'Égypte, il faut s'en souvenir, avec la Syrie importante, et avec des intérêts donc qui remontent aussi à la Russie impériale, hein, donc qui a toujours eu les empereurs, donc les tsars, donc le souci d'accéder à ce qu'on appelle les mers chaudes. C'est une affaire ancienne. Alors il y a peut-être la dimension un peu personnelle de Poutine aussi, est toujours dans le rêve disons, d'une nouvelle grande Russie, en quelque sorte, hein. Et puis se sentant humilié par ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'effondrement de l'URSS, c'est dans son état d'esprit, bien entendu, et aussi ce qui s'est passé, bien entendu, les sanctions qui ont suivi l'annexion de la Crimée, et une forme de revanche. Et la grande erreur, je trouve, de la diplomatie, des diplomaties américaines et européennes, et notamment françaises, c'est de ne pas avoir considéré au début du conflit syrien que la Russie pouvait être un partenaire. Si on les avait associés dès le début, peut-être que les choses se seraient développées autrement. Donc maintenant, la Russie intervient et est totalement... Et d'ailleurs, moi, je me souviens aussi, parce qu'on arrive à oublier qu'au début, il y avait des déclarations de Lavrov, au début, en 2011, en disant « ce qui nous préoccupe, c'est le maintien du régime syrien, c'est-à-dire la continuité ». C'est en quoi, moi, j'ai pensé qu'ils avaient raison, c'est-à-dire pour éviter le scénario irakien, c'est-à-dire l'effacement. Souvenez-vous, c'était Paul Bremer, qui était le proconsul américain, là, après, en 2003, donc, qui a éradiqué l'armée, qui était une armée nationale, qui a combattu contre l'Iran. Bon, c'était probablement une erreur de la part de Saddam Hussein, mais c'est une véritable armée nationale. Le parti basque, qu'on aurait pu reconvertir, c'est le scénario qu'il fallait éviter aussi pour la Syrie. Et je pense, et même à un moment, dire, mais finalement, nous ne sommes pas attachés à la personne de Bachar al-Assad. Mais actuellement, il dit le contraire. Donc là, c'est aussi une vraie difficulté. Et on le voit très bien que même on n'est pas très loin, enfin indirectement, d'une confrontation aussi russo-américaine, puisqu'on voit les Russes qui bombardent des factions rebelles qui ne sont pas islamistes, hein, plutôt, enfin on appelle laïcs, même si le terme laïque ne doit pas s'appliquer à ce type de rébellion,
eh bien, aidés par les Américains, sont bombardés par les Russes. Donc là, il y a une tension assez forte et on se demande si, d'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir un peu en réponse, non pas contre les Russes, on ne peut pas imaginer une confrontation russo-américaine dans les airs, mais peut-être une réponse qui se ferait contre des installations contrôlées par le régime de Bachar el-Assad. Voilà donc la Russie donc, qui est là. Alors certains pensent qu'il peut y avoir, concernant le règlement politique, ils sont dans le règlement militaire, ils ont pu rétablir l'équilibre en partie, mais avec une grande déception parce qu'ils voient très bien que les troupes de Bachar el-Assad qui sont épuisées, le Hezbollah qui a connu aussi des pertes aussi importantes, et ça commence à remuer en pays chiite au Liban, eh bien que finalement il n'y aura pas de possibilité, bien entendu, pour Bachar el-Assad de reconquérir, comme il le souhaite, l'ensemble des territoires syriens. Et alors, il y aura peut-être, dit-on, une cogestion qui serait russo-américaine pour aller vers une solution politique, et malheureusement sans les Européens. Alors, n'oublions pas aussi la Chine, qui donc s'est alignée sur la Russie dans le dossier syrien, en exerçant à plusieurs reprises aussi son droit de veto au Conseil de sécurité, mais qui est dans sa propre logique et stratégie diplomatique et surtout économique, parce qu'il ne faut pas oublier que Pékin tire plus de 50% des ressources énergétiques de la région aussi du Moyen-Orient. Donc il y a aussi une montée en puissance de la Chine et qui a l'avantage, contrairement à la Russie, d'avoir de bonnes relations avec l'ensemble des pays de la région. Alors sur le versant, n'oublions pas le versant maghrébin du monde arabe, ce qui fait penser que parfois ne doit-on pas décliner le monde arabe au pluriel, de parler des mondes arabes, parce qu'il y a quand même une logique proprement maghrébine, même s'il y a des phénomènes de solidarité, on l'a vu avec le Maroc, lorsqu'il s'est associé à cette coalition sunnite. Et donc il y a aussi des situations contrastées. Je vous ai parlé de la Libye, et qui était aussi, si c'était à refaire, moi j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas le refaire, parce que là on s'est retrouvé dans le même scénario à l'irakienne, c'est-à-dire renversement de Kadhafi. D'un certain côté on peut s'en féliciter, mais il faut voir quel désordre maintenant en Libye. Là nous avons une responsabilité politique qui à mon avis est évidente. D'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est de voir Obama donner une interview qui dans une grande revue qui a un caractère à la fois politique et littéraire, qui s'appelle Atlantique, où il critique, donc il marque bien son regret de s'être, disons, finalement associé indirectement à cette coalition, et critiquant donc directement l'ancien président de la République. Voilà, donc alors concernant la construction aussi, puisque je parlais des constructions régionales, la Ligue arabe complètement marginalisée, le Conseil de coopération des pays arabes du Golfe qui se consolide. Et par contre, voilà, ce qui manque au Maghreb, c'est l'Union du Maghreb arabe, cette UMA, donc, qui a été créée, qui n'a pratiquement plus de réalité. Et bien entendu, tout ceci est lié à ce qu'on appelle le conflit du Sahara occidental, que je n'appelle plus le conflit. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une confrontation entre l'Algérie et le Maroc pour toutes sortes de raisons. Donc, comme on ne parle pas du conflit de Chypre, on parle de la question de Chypre, et ben je dis, ben voilà, parlons de la question du Sahara occidental, qui n'est pas près d'être résolue avant longtemps. Voilà donc... alors, donc, sur l'ensemble des crises de la région, on ne peut que constater donc, l'absence d'une stratégie européenne construite, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie ou de la Libye, et récemment, on l'a vu à travers la question de la tragédie des réfugiés, notamment des réfugiés syriens. Et donc les divisions au sein de l'Union européenne ont empêché un soutien affirmé politique et militaire à l'opposition démocratique et laïque en Syrie. Quelle erreur de ne pas avoir d'emblée envisagé un soutien beaucoup plus affirmé, ce qui a laissé la place, bien entendu, au développement des organisations djihadistes diverses, et après tout l'engrenage, l'intervention du Hezbollah, etc. Et puis, comme je le disais, les Européens ont eu tort d'écarter la Russie au début du conflit syrien, au lieu d'en faire un partenaire. Et total, en une phrase, je dis souvent que la double stigmatisation de Bachar el-Assad et de Poutine ne fait pas une politique.
Et en ce moment se joue donc l'avenir des relations entre l'Occident européen et cet Orient, pourtant si proche et si familier. Alors un mot ici, puisque nous sommes à Marseille, et qu'ici c'est la Villa Méditerranée, ce n'est pas un instrument de l'Union pour la Méditerranée, mais peut-être un partenaire, comme le MUCEM d'ailleurs, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et on peut dire que les révolutions arabes, ce que l'on peut constater, et ce qui s'est passé, le développement par la suite, la crise des réfugiés, ont relégué au second plan la problématique méditerranéenne et consacré, il faut bien le dire, très clair, l'échec de l'Union pour la Méditerranée, qui parle maintenant de l'UPM. D'ailleurs, mal né, j'étais ambassadeur en Italie au moment où naissait l'Union pour la Méditerranée, où on avait imaginé que seuls les pays, que c'était ma formule, qui ont les pieds dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils soient de la rive nord ou de la rive sud, pouvaient participer. On éliminait l'Union européenne et en tant que telle, enfin la Commission européenne, et un grand partenaire de la Méditerranée qui est l'Allemagne. L'Allemagne est un grand partenaire, même si elle n'est pas à proximité et concernée, comme tous les autres pays du Nord, par des considérations de sécurité et pas uniquement commerciales, des considérations liées, on voit bien, à l'afflux des réfugiés. Voilà, donc il conviendrait de bâtir une véritable doctrine européenne de relations avec les pays de la rive sud et avec lesquels des enjeux sont de facto communs dans les domaines de l'énergie, des migrations et de la sécurité. Ce n'est pas par hasard si 3 lignes de fracture de l'Union européenne, divergence sur les réfugiés, le doute britannique, attendons dans 3 jours encore, sur le maintien de au sein de l'Union européenne, le désaccord franco-allemand, donc sont apparus au même moment même où a été confrontée l'Europe à des défis sans précédent. Voilà, donc l'adoption de ce plan germano-turc, je termine là-dessus, consistant à renvoyer des Syriens candidats à l'asile de Grèce et de Turquie, l'Union européenne a donné l'impression, s'agissant de cet accord avec la Turquie, véritablement de renoncer à ses valeurs pour en finir avec la crise des migrants. Et puisque vous connaissez cet accord qui a été conclu avec la Turquie concernant, donc on peut se féliciter qu'ils puissent accueillir des réfugiés et plutôt de les retenir, mais souvent dans des conditions que l'on connaît. Mais en échange, c'est la libéralisation accélérée de la délivrance des visas et surtout l'ouverture de nouveaux chapitres de négociations qui avaient été gelés depuis des années entre la Turquie et l'Union européenne. Alors quand on voit l'évolution de la Turquie, sous l'égide de, maintenant on l'appelle maintenant le sultan Erdogan, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir un rapprochement avec la Turquie et une perspective d'adhésion, bien entendu, à l'Union européenne. Voilà, donc j'avais trouvé là justement, puisque vous parliez d'Hubert Védrine, moi je terminerai pour dire, parce que je crois que c'était dans son livre, je l'avais vu, donc il ne faut pas sous-estimer le potentiel destructeur du ressentiment des peuples arabes et musulmans contre l'Occident, ça c'est ma phrase, considérés comme responsables de leur malheur. Décidément, le passé ne passe pas. J'ai fait référence aux accords Sykes-Picot, à ce qui s'est passé enfin aussi par ailleurs. Et là, je cite, j'ai une phrase d'Hubert Védrine, j'ouvre les guillemets, « L'humiliation reste l'un des ressorts inépuisables de l'histoire ». Voilà, je terminerai là-dessus. Et je crois qu'il est peut-être temps de passer aux questions. Merci. Merci infiniment pour ce vaste panorama qui pose autant de questions qu'il apporte de réponses. Donc je pense que je vois déjà certaines mains se lever. On va prendre une première série de questions où vous préférez répondre cas par cas. Peut-être qu'on va prendre... Alors, 3 questions. Madame. Oui, je m'interroge moi sur la politique de notre pays. Je suis là. Vous avez été ambassadeur au Tchad. Vous savez que la France... Le Tchad est un pays qui est en dehors de la zone que nous voyons ce soir, mais qui est quand même
dans la Ligue arabe, peut-être pas. En tout cas, dans la Confédération islamique, quelque chose comme ça. Oui. Et c'est un pays arabophone. Dans l'organisme, pardon. Voilà. Et c'est un pays arabophone. La France déstabilise Kadhafi, à juste titre, semble-t-il, mais par contre soutient un autre tyran, qui est le président Déby, et non seulement le soutient, mais l'a maintenu au pouvoir lorsqu'il était menacé. Et aujourd'hui, on fait son sous-traitant local dans la lutte contre une autre branche de... Donc, enfin, en tout cas, ils ont prêté alliance à Daesh, le contributeur local qui est Boko Haram. Et c'est le président Déby qui fait le travail pour la France localement. D'un autre côté, on a contribué aussi à armer des deux côtés l'Iran, l'Irak, au moment de la Grande Guerre dont vous parliez. Ensuite, on est intervenu en 93 et on a contribué par le blocus à affamer le peuple irakien pour en arriver à une situation de totale destruction de l'État irakien. Vous savez bien mieux que moi ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la France vend des armes un petit peu partout, essentiellement à la grande démocratie qu'est l'Arabie Saoudite, tout en essayant de notre côté de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord, parce que l'Iran, on n'était pas quand même très favorable à ce qu'il y ait un accord entre les États-Unis et l'Iran. Je crois qu'on a quand même fait pas mal de choses pour le torpiller. De notre côté, on a livré des armes au front Al-Nusra. On n'était pas les seuls, les Israéliens les ont bien aidés aussi. Donc je m'interroge moi sur la politique de la France. Est-ce qu'il y a une volonté de paix en Méditerranée, une volonté de déstabiliser la région, une volonté de vendre des armes ou d'aider nos amis, les constructeurs, Bouygues et autres, à faire de l'argent? Merci madame. Est-ce que je pourrais demander aux autres intervenants de poser des questions peut-être plus brèves? Oui, mais je ne pouvais pas faire l'économie. D'autres questions? Madame. C'est pas grave. Bonjour, c'est un ami à moi qui m'a demandé de poser cette question. Alors, ça ne vient pas de moi du tout, je vous dis. Je peux la poser. Alors, au printemps 2011, vous étiez assis au premier rang à l'Odéon à côté d'Alain Juppé lors d'une soirée de soutien au peuple syrien. La question c'est, approuvez-vous la façon dont la France de Sarkozy-Juppé a bombardé la Libye et a contribué à tuer Kadhafi, et avec la complicité de Hollande-Fabius, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ont financé des dizaines de milliers de mercenaires armés et des dizaines de milliards de dollars pour la destruction de la Syrie, qui se modernisait et se réformait. Donc il y a deux choses. Est-ce que vous approuvez la politique de la France par rapport au cas libyen et au cas syrien? Merci. Voilà. Les deux questions se ressemblent un peu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Peut-être une troisième? Oui, monsieur? Bonsoir, alors j'en ai trois petites. Une qui concerne le marketing géopolitique. Le marketing géopolitique. Ah oui. Alors, il y a une rivalité entre la France et l'Angleterre. Vous le rappeliez tout à l'heure, une rivalité dans l'histoire et la manière dont on partage les territoires. Et donc, c'est la part qu'a réellement joué Laurence d'Arabie. Parce que, en fait, il semblerait que ce soit un poltron, mais que, par contre, en France, nous ayons un diplomate très cher, orientaliste, profond, prof au Collège de France, qui s'appelle Louis Massignon. Et on n'en parle pas, on ne le connaît pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire avoir votre avis sur l'histoire là-dessus. De deux, sur l'orientalisme profond et pensé. Donc on a quelqu'un comme Henri Corbin, de l'École pratique des hautes études, et qui n'est pas opposé à Massignon, mais tout contre, dans la réflexion sur la valeur de la culture, déjà. Hein. Là, on est au tout début du XXe siècle. Et donc, ma troisième question finale, c'est la place de la culture, mais dans le poids et comme arme géopolitique. Merci. Donc, c'est un peu moins polémique. Je vous laisse répondre à ces trois premières questions. Ah oui, alors donc, concernant le Tchad, alors vous me rappelez quelques bons et mauvais souvenirs, parce qu'en fait, je suis arrivé dans les bagages d'Idriss Déby.
Parce qu'à l'époque, quand Hissène Habré avait pris la fuite, et donc il fallait changer d'ambassadeur, donc je suis parti en 15 jours. C'est pour ça que je dis, c'est une image, que je suis arrivé dans les bagages d'Idriss Déby, qui avait été soutenu par la France, hein, alors que nous avions beaucoup de problèmes avec Hissène Habré. Vous avez vu aussi le verdict, hein, qui a été prononcé. D'ailleurs, c'est une grande première, un tribunal complètement africain, ça demandait du temps. Mais effectivement, Idriss Déby, il était à l'époque des exactions commises par Hissène Habré, chef d'état-major. Et quand j'étais ambassadeur, ça m'a valu quelques problèmes. J'étais dans une instabilité totale, hein, parce que je m'occupais des questions des droits de l'homme. Et ce qui ne plaisait pas à Déby, qui faisait passer des messages à l'Élysée, à l'époque c'était François Mitterrand, pour dire cet ambassadeur-là, il nous pose un problème, il faut le rappeler. Et finalement, j'ai tenu pendant un séjour normal, pendant 3 ans, ça. Mais alors, bon, les choses ont beaucoup évolué, là, bien entendu. Ce n'est pas un démocrate, hein, bien entendu, Idriss Déby. Mais là, c'est le pragmatisme et le réalisme qui fait qu'on a eu besoin d'Idriss Déby dans notre confrontation avec les différentes factions djihadistes au Mali pour sauver le Mali. Hein. Et effectivement, il y a eu un engagement parce que les Tchadiens, donc ils l'ont prouvé dans leur confrontation avec la Libye pendant des années. Et donc voilà, donc il y a ce réalisme qui fait, mais je suis sûr, je n'ai pas eu à suivre le dossier tchadien ou africain là ces derniers temps, qu'on n'en pense pas moins, hein, bien entendu, et qu'on fait passer aussi des messages à Idriss Déby. Mais le Tchad, les Tchadiens, donc le président actuel c'est Idriss Déby, c'est un élément tout à fait important. On ne peut pas considérer que ce sont des supplétifs, hein, parce que même le Tchad est confronté, hein, bien entendu, aussi à la menace islamiste, hein, du côté du lac Tchad. Hein, donc, et ça peut aller au-delà, puisque c'est une population en grande partie islamisée et arabisée. Ouais. Et donc voilà, donc il y a des djihadistes, y compris au Tchad. Hein, voilà, donc pour l'équilibre régional, et voilà, donc on a besoin du Tchad. Et donc on a, je pense, à ce stade, raison de faire appel à lui. Vous m'aviez posé une autre question, pardon, j'ai perdu le fil. Non, c'était la politique de la France, enfin bon, c'est la politique africaine, oui. Alors moi je trouve, j'ai plutôt approuvé, hein, je vous le dis franchement, les interventions françaises, armées, au Mali, parce que là il y a eu quand même véritablement des résultats, et aussi en Centrafrique. Par contre, beaucoup de réserves s'agissant de notre intervention en Irak et en Syrie. Quelle est la valeur ajoutée de la France dans la confrontation avec l'État islamique? Avec les quelques rafales, donc qui sont là en démonstration, mais c'est très bien puisqu'on arrive à les vendre, qui sont performants, mais 90% des frappes aériennes sont américaines. Donc nous n'avons pas une valeur ajoutée et un apport considérable dans la lutte contre Daesh. Et on a raison d'être en confrontation, puisque nous sommes même attaqués par l'État islamique sur notre propre territoire. Et alors concernant justement, pour reprendre une réflexion de Fabius, dont j'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas très favorables non plus à cette intervention militaire française en Syrie et en Irak. Et il développait le concept, mais la France, c'est une puissance de paix. Alors, à l'occasion de tribunes que je pouvais écrire, je dis, ben voilà, la France, puisqu'elle se considère comme une puissance de paix, qu'il y a une histoire dans cette région, qu'il y a une longue expérience, et bien qu'elle joue ce rôle sur un dossier sur lequel, effectivement, elle peut apporter une valeur ajoutée sur le plan diplomatique. C'est le conflit israélo-palestinien, puisque je n'ai eu de cesse de dire qu'il conservait sa centralité. C'est pour ça que je me félicite. Laurent Fabius, c'est lui qui a lancé cette initiative une quinzaine de jours avant de partir, reprise par l'actuel ministre des Affaires étrangères, avec des résultats finalement sur lesquels j'étais plutôt sceptique, mais qui est maintenant une réalité. L'Union européenne vient d'approuver, disons, cette initiative française. C'est pas parce que la priorité c'est la Syrie, la priorité c'est l'Irak ou la Libye. Il faut penser à ce conflit israélo-palestinien puisque c'est la matrice. Et c'est là où la France peut apporter sa valeur ajoutée. Voilà. Donc, concernant, c'est vous qui parliez aussi de
de l'Arabie Saoudite. Oui. Là, effectivement, là où je fais une critique, c'est que on a pris... D'abord, on a eu cette attitude de réserve, à mon avis excessive, sur la perspective de la signature de l'accord nucléaire. Je ne crois pas qu'au total, il y ait eu donc les réserves très fortes de Laurent Fabius qui auraient apporté, disons, des modifications positives sur lesquelles je m'interroge. Ça relevait plutôt de la posture. Très bien. Et une impression aussi, le président de la République actuel étant invité à un sommet, c'était une première qu'un chef d'État occidental invité à un sommet des pays du Golfe, là, donnait l'impression que la France s'engageait, disons, dans une politique d'appui à ces coalitions à forte connotation sunnite et sous l'égide de l'Arabie saoudite. Et quand il y a eu la question des droits de l'homme, quand il y a eu les exécutions, je sais que des messages ont été passés, pas sur le plan public. Et c'est plus efficace, d'ailleurs, de le faire au cours d'entretiens privés. Mais peut-être qu'on n'a pas été suffisamment là-dessus vigilant. Parce que quand on voit cette Arabie saoudite qui était interventionniste, avec une politique, une diplomatie agressive, et aussi sur le plan militaire, et aussi dans le cadre des Nations Unies. Ils arrivent à rentrer dans différents organismes, mais parce que c'est la puissance de l'argent. Ça, il n'y a pas de doute. Et là, peut-être que la diplomatie française aurait dû être beaucoup plus vigilante, parce que... Et puis, alors, ne refaisons pas... On pourrait refaire l'histoire de ce qu'on appelle le djihadisme. Quand même, la matrice, c'est le salafisme. Et qui développe le salafisme un peu partout dans le monde? Je l'ai vu même au Tchad, d'ailleurs. Et Idriss Déby m'en parlait. Je me souviens toujours d'une conversation en disant « Je suis très inquiet, les Saoudiens interviennent, construisent des mosquées et donc diffusent un islam qui n'est pas le nôtre. » Parce que l'islam tchadien est extrêmement ouvert. Hein. Ils sont sunnites, mais extrêmement ouverts, avec de fortes marques très africaines. Ça n'a rien à voir avec le salafisme. Et ben voilà donc. Et l'Arabie saoudite, à travers la Ligue islamique mondiale, qui a un siège, qui a un bureau aussi même en France, et qui finance aussi, parce qu'on a parlé du Qatar à un moment, mais qui finance aussi des mosquées, mais de manière ouverte, on le sait. Et aussi, je vais me lancer dans une critique de l'Arabie saoudite, pourtant j'aime bien les Saoudiens par ailleurs, mais par exemple, des mosquées peuvent être financées, c'est possible, par des États étrangers. Et si tel lieu de culte musulman ou telle mosquée souhaite avoir des financements de la Ligue islamiste mondiale, qui a des... C'est un instrument d'influence considérable hein, de l'Arabie saoudite. Mais on découvre ça maintenant, mais ça fait plus d'un demi-siècle que cela existe. Hein. Notamment les pays africains, les pays asiatiques, les pays arabes, et aussi dans les pays européens, en France, aussi c'est le cas en Allemagne. Eh bien, si l'imam de la mosquée qui a été choisi pour être l'imam de la mosquée a fait ses études dans l'université islamique de Médine, où il y a une université qui n'est pas, disons, djihadiste, pas du tout, mais le salafisme, disons, c'est une vision très conservatrice, voire rétrograde hein, de l'islam, c'est-à-dire il n'y a pas d'interprétation possible, on se rattache au texte, disons, et uniquement au texte. Et bien voilà, donc le salafisme dont on parle, que l'on confond avec le djihadisme. Alors il peut y avoir des salafistes djihadistes, mais en général ils sont quiétistes. On les voit d'ailleurs, je ne sais pas, probablement aussi à Marseille, on en voit aussi à Paris. Ils ne sont pas des violents. Et c'est pour ça que la critique qui est faite par nos gouvernants, là, parfois, qui s'en prennent au salafisme, c'est comme si on faisait un choix de ce qui est le bon, le mauvais islam. Évidemment, objectivement, on peut se dire, si on est rationaliste, c'est pas forcément le meilleur des islams, d'ailleurs, qui est minoritaire, même si il se développe, ça, il n'y a pas de doute. Hein, il y a des mosquées salafistes. Mais ça n'a rien à voir avec le djihadisme. Et d'ailleurs, il y a très peu de passages du salafisme au djihadisme. Voilà. Mais ce que je disais, d'ailleurs, dans un livre que je suis en train d'écrire, si on critique les salafistes, critiquons l'Arabie saoudite. C'est elle qui a instillé le salafisme. Même l'habit, si vous voulez, la manière de s'habiller, tout ça vient d'Arabie saoudite, et en partie de l'Égypte, là aussi, hein, mais de l'Arabie saoudite. Parce que la référence, c'est l'Arabie saoudite, et qui transmet ses messages par la voie satellitaire. Hein, et c'est pas Al Jazeera, d'ailleurs, qui n'est pas une chaîne apparemment islamiste, même si elle porte le message islamiste parfois. Mais il y a toutes sortes de petites chaînes aussi qui portent ce message et qui sont écoutées un peu partout dans le monde, dans les communautés musulmanes, y compris en France, dont une qui s'appelle Iqra, qui en arabe veut dire, c'est l'impératif, lis, c'est la même racine que Coran, lis le texte sacré.
Et là, moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter, notamment en Tunisie. C'est effrayant ce qu'on peut entendre, hein, concernant notamment le statut des femmes. Alors, il y avait, attendez, ah oui, vous faisiez allusion, alors c'est étonnant, oui, cette cérémonie au théâtre de l'Odéon. Donc, on s'était associé avec mon épouse. C'était la première, et c'est moi qui avais réussi à faire venir Alain Juppé, je n'étais plus au Quai d'Orsay, pour qu'il soit en contact avec le Conseil national syrien. Nous avons été le premier à le reconnaître. Et c'était le premier contact qu'a eu le ministre des Affaires étrangères avec le Conseil national syrien. Je trouvais que c'était pas évident qu'il puisse venir à une manifestation qui était culturelle, hein, avec des poètes, avec des artistes qui sont intervenus pour montrer un autre visage, bien entendu, de la Syrie. Et il y a eu effectivement quelques discours, des discours politiques. Et je ne vois pas en quoi on peut critiquer la présence d'Alain Juppé, qui certainement... Alors oui, vous faisiez allusion, moi j'ai l'impression, même s'il ne le dit pas très clairement, qu'Alain Juppé n'était pas favorable à l'équipée française en Libye. Ça, c'est une affaire. Deux personnes qui ont joué un rôle, évidemment, c'est d'abord BHL et Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, Juppé, je le sais, était furieux de voir que la diplomatie française était totalement mise à l'écart à l'époque sur le dossier libyen, totalement mise à l'écart. Voilà. C'est vrai que je veux défendre Alain Juppé, mais enfin, ceci dit, j'ai eu deux très bons ministres, Alain Juppé et Hubert Védrine. Bon, pas que je veux faire l'équilibre politique, mais enfin, c'est la réalité, qui ont été les deux meilleurs ministres des Affaires étrangères que j'ai eu à connaître parmi la dizaine qui ont été mes ministres pendant ma carrière. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? J'ai peut-être... Non? Ah oui. Ah ben non, cette question, il me plaît, parce que j'ai baigné dans la culture. Je n'ai pas eu qu'une carrière diplomatique classique. Et quand j'étais en Irak et aussi en Tunisie, ben tiens, parce que voilà, donc Michel Tarrant était aussi en Tunisie, je me disais, tiens, on peut agir sur le plan politique par la culture. C'est-à-dire, en fait, en Irak aussi, j'ai ouvert un centre culturel, c'est le seul centre culturel français. Donc par la culture, on peut faire effectivement beaucoup de choses qui donnent la possibilité d'être en contact avec les sociétés civiles. Et voilà, donc la dimension culturelle, tiens, ça me fait penser, par exemple, l'Union pour la Méditerranée, l'UPM. Moi, j'ai entre autres critiques, parce que j'ai eu l'occasion de critiquer, parce que c'est un projet mal né, la dimension culturelle était totalement occultée. Et c'est pour ça que, heureusement, qu'il y a le MUSEM, la Villa Méditerranée, et qui sont là parce que ceci repose sur des échanges réels, sur une réalité culturelle, mais qui est essentielle, notamment entre les deux rives de la Méditerranée, où la France a un rôle fondamental à jouer, parce qu'elle est très attendue là-dessus. Parce que si on parle de l'image de la France, à mon avis, elle s'est dégradée par ses interventions militaires. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend de la France. On peut comprendre, effectivement, les États, bien entendu, nos différentes interventions, et parce que nous avons été menacés, nous sommes menacés sur notre territoire, mais ça ne correspond pas à l'image de la France. Et là, effectivement, heureusement, nous avons encore une politique culturelle qui, malheureusement, risque de se déliter. Et heureusement qu'il y a la Villa Méditerranée, qu'il y a le MUSEM, qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses que nous faisons, et d'échanges. C'est pour ça que je pensais que l'UPM aurait dû se reconvertir, non pas comme une instance culturelle, mais dans une instance qui serait proche des sociétés civiles, et notamment des jeunes, et organiser des formations. Et là, on est sur d'immenses projets, les autoroutes de la mer, les grandes autoroutes intermaghrébines, et aussi des plans solaires, qui seront des réalités à un moment. Est-ce que c'est le rôle de l'Union pour la Méditerranée? Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est véritablement l'échec. Donc, parlons de culture. Merci. Pour la Libye, vous n'avez pas dit. Enfin, excusez-moi, ça a été tellement fou. Pour la Libye, vous avez peut-être... Ah ben non, mais j'ai critiqué notre intervention en Libye. Aussi bien la Libye que la Syrie. Oui. Ah non, et quand il faut... Non, parce que c'est nous qui en avons pris l'initiative. Regardez la réalité. C'est-à-dire, on ne pense pas au jour d'après. C'est comme ce qui s'est passé en 2003 en Irak aussi, quand on peut se féliciter
de la chute de Saddam Hussein, certainement. Mais quand on voit le désastre, si c'était à refaire, on ne le referait pas. Et j'ai l'impression que pour la Libye, ce serait pareil. Yves. Yves, Oui, pardon. Ah, oui. heureux de te voir, Oui. grand témoin à la villa. Je vais être très bref. Il me semble, mais je deviens malentendant à mon grand âge, dinosaure. Il me semble avoir entendu qu'Hillary Clinton a dit que le wahhabisme, le pays du wahhabisme, ne pouvait plus être le premier allié de l'Amérique dans le monde. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais si c'était le cas, il me semble que c'est la première voix américaine qui pointe l'alliance séculaire des États-Unis d'Amérique avec les rois du pétrole. Quel est ton sentiment à cet égard ? Oui, bonjour. En fait, il y a 3 points où je voudrais parler. La première, vous avez parlé de l'Égypte, et notamment de son rôle pour établir un certain équilibre au Moyen-Orient. Bon, pour moi, je ne vois pas comment l'Égypte du fou Sisi peut faire un certain équilibre, surtout avec le nettoyage politique qui est en train de faire, et aussi de ces problèmes économiques au moins internes. Après, vous avez parlé de l'isolement de la Turquie sur la scène diplomatique. J'aimerais avoir plus de détails là-dessus. Surtout que tout à l'heure, je lisais sur An-Nahar du Liban que dans les prochains jours, on va normaliser les relations entre Israël et la Turquie. La troisième question, et je pense la plus importante, c'est est-ce c'est vrai qu'en 2012, la Russie a proposé à l'Occident qu'on trouve une issue politique par une sortie plus ou moins maquillée de Bachar al-Assad, et qu'à l'époque, en 2012, l'Occident a refusé. Je dis ça surtout que quand j'entends parler Haitham Banna qui dit à l'époque, juste après Genève 1, il a reçu les Français et les Américains au Caire, et qui lui disaient en tout cas là maintenant c'est la solution militaire. Donc j'aimerais savoir si à l'époque vraiment l'Occident refusait une solution politique pour la Syrie. Merci. Je suis content de te retrouver ici après de nombreuses années. Et en fait, ces propos, ce ne sont pas, c'est beaucoup mieux, c'est pas Hillary Clinton, c'est Barack Obama. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça dans la bouche, peut-être qu'elle a repris. Il y a une interview, si vous regardez sur le net, qui est tout à fait intéressante et passionnante, de Barack Obama, ça date d'1 mois et demi, dans la revue The Atlantic. Et où il sait, comment il s'appelle, c'est un grand journaliste. Puis c'est une revue, je ne sais pas, certains qui ont été aux États-Unis peut-être la connaissent, à la fois culturelle et politique. Goldenberg, je crois, un grand journaliste, qui l'a interviewé très longuement, sur toutes sortes de sujets. Et là, il a une critique, justement, sur le wahhabisme, rendant l'Arabie saoudite responsable de la diffusion à travers, même si on n'appelle pas ça le wahhabisme, parce que c'est proprement saoudien, le salafisme, mais à la manière wahhabite. Pour ceux qui ne savent pas, Abdel Wahhab, c'est celui donc qui a donc élaboré cette doctrine, mais s'appuyant sur d'autres sources aussi, beaucoup plus anciennes, Ibn Taymiyyah, etc., donc développant un islam extrêmement rigide, rigoriste et fermé, bien entendu. Donc, voilà, c'est Barack Obama qui désignait en fait le wahhabisme. Et d'ailleurs, il y a eu une réponse
assez ferme et de la part des Saoudiens sur cette critique. Mais on voit que peut-être y a-t-il une évolution, puisque maintenant il y a davantage d'encadrement de la part du pouvoir saoudien des oulémas, qui est un véritable pouvoir. Hein. Voilà, donc le pouvoir il est double, hein, d'un côté, et donc il y a les Saouds, et de l'autre, bien entendu, aussi les oulémas. Et voilà, donc apparemment, peut-il y avoir une évolution ? Ça fait penser, une fois, j'ai assisté à un entretien entre le président Jacques Chirac et le roi Abdallah, mais qui n'était que prince héritier à l'époque. Mais c'est lui qui gouvernait, parce que le roi Fahad était totalement impotent. Et il disait, c'est très intéressant, dire, moi je veux faire bouger les choses. Et effectivement, il apparaissait comme un réformiste. Et je pense qu'il était sincère, notamment ce qui touche l'éducation. Parce qu'il fallait voir les manuels. Quand il y a eu septembre 2001, j'étais donc directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, on s'aperçoit que la presque totalité de ceux qui ont mené cette action contre les 2 tours à New York étaient saoudiens. Et je me suis dit, mais l'Arabie saoudite, on ne connaît pas. On ne connaît pas cette société. Alors, je me suis remis à lire les articles d'Éric Rouleau, 1980. Il faut les relire. Du Monde, des séries, parce qu'on faisait des séries d'articles, hein, ça faisait à peu près 10 pages sur plusieurs numéros, comment il décrivait cette société malade. Eh bien, cette société, elle est restée malade, et le roi Abdallah n'a pas pu, il disait, moi j'ai des problèmes avec ma société, je n'arrive pas à la faire bouger. Ce qui fait penser que, souvent on voit dans cette confrontation entre Riyad, qui ne sera jamais une confrontation militaire, mais une confrontation idéologique, entre Riyad et Téhéran, la grande différence, le régime Téhéran est un régime donc aussi rigoriste, hein, on peut le considérer comme rétrograde, conservateur fondamentalement, mais la société, c'est l'une des sociétés les plus modernes. Et le grand spécialiste Olivier Roy dit c'est une société en fait sécularisée, ce que je crois. Pas parce qu'il y a l'apparence, c'est-à-dire le voile. L'Arabie saoudite, c'est le contraire. On voit des souverains qui se disent quand même il faut changer parce qu'ils voient bien qu'ils sont menacés. Et dans ces équilibres géostratégiques, je pense que là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la fragilité, elle est saoudienne, en raison justement de cette société, de cette jeunesse frustrée. Il faut savoir que à peu près 30% des jeunes saoudiens n'ont pas d'emploi, parce qu'on va donner la préférence systématiquement à des allogènes et étrangers, pas forcément européens, asiatiques et autres. Et ceux qui sont formés aux États-Unis ont une bonne formation, trouvent des emplois, mais la plupart d'entre eux, ceux qui sont formés dans les universités. Et puis il faut lire les manuels. Moi, je les avais lus à l'époque, et d'après ce qu'on m'a dit, les choses n'ont pas évolué. Là, voilà. Donc le problème actuel, c'est véritablement l'Arabie saoudite est un véritable problème, mais avec ce jeune vice-prince héritier, là, le trentenaire, là, qui apparemment donne l'impression de vouloir réformer son pays. Voilà, donc vous m'avez posé la question sur... sur la Turquie. C'est intéressant ce que vous disiez, qui est isolée. Et c'est cet isolement régional qui a amené la Turquie à aller vers la réconciliation avec Israël. Parce que la rupture date de quelques années, quand il y a eu l'attaque, vous avez suivi ça, et la Turquie exigeait des excuses de la part d'Israël, qui à sa manière a présenté ses excuses, des compensations, il y a eu des compensations, mais pas aller jusqu'à l'une des exigences de la Turquie, c'est la levée du blocus. Alors, bien entendu, ils ne l'ont pas obtenu. Donc finalement, la Turquie a concédé parce qu'il y a des intérêts, parce qu'elle est isolée. Et il y a des intérêts stratégiques, politiques et aussi économiques. Vous savez qu'il y a des découvertes considérables, et ça peut changer aussi la donne géopolitique dans la région, des réserves gazières, hein, donc dans les eaux territoriales ou dans les zones d'exclusion économique, en face du Liban, en face d'Israël, en face de la Syrie aussi, donc ce sont les Russes qui sont en train de contracter, bien entendu, de l'Égypte. Là, il y a eu une découverte par l'ENI considérable, ça peut changer aussi la donne économique, et qui fait que donc la Turquie, qui, dans sa relation maintenant très difficile et durablement difficile avec la Russie, et qui dépend en partie du gaz russe dans ses approvisionnements pour développer son économie, se tourne vers Israël pour pouvoir peut-être bénéficier, le moment venu,
des importations de gaz, de gaz israélien, puisqu'il y a ils ont commencé l'exploitation. Hein. D'ailleurs, il y a le champ le plus immense qui a découvert qui s'appelle Léviathan. Alors, quand ça s'appelle Léviathan, ça veut dire que c'est considérable. Hein. Et alors voilà, donc il y a la Turquie aussi. Et puis aussi, il y a, puisqu'il y avait l'allusion, il ne faut pas être aussi allusif, là, Michel, c'est quand vous faisiez référence à mes équipés, là, c'est quand je suis allé à la rencontre du Hamas, seul diplomate, mais je n'étais plus en fonction, à la demande de Kouchner. Ce n'était pas ma propre initiative pour les connaître. Non pas pour penser que c'était les meilleurs, mais il fallait les connaître, parce qu'on ne les connaissait pas. Alors, et donc, il y a l'idée maintenant, à mon avis, il y a un plan israélien lié avec la Turquie, c'est de consolider une forme d'autonomie de Gaza, qui serait un peu de facto le futur État palestinien. Bon, les choses probablement ne se passeront pas comme ça. Et d'organiser entre les Israéliens et les Turcs une espèce de voie maritime. On recréerait ce port de Gaza qui a été financé par l'Union européenne et détruit par Israël, et une espèce d'autoroute maritime qui irait vers Chypre. Et donc une reconstruction du port de Gaza. Donc, et il y aurait donc Israël, mais enfin on dit que les contacts sont arrêtés, les Turcs et des financements qataris. C'est quand même très intéressant. Donc chacun y trouve son intérêt. Et c'est pour ça que la Turquie se rapproche d'Israël, parce que justement, elle est plutôt isolée dans son environnement arabe. C'est l'un des éléments. Il y a la deuxième question sur la question on parle d'Égypte, en fait, sur... Non, c'est-à-dire, oui, ben, l'Égypte, l'Égypte, ce qui se passe à l'intérieur, c'est massacre, c'est effectivement l'horreur. Et là, je pense que c'est un risque pour la stabilité de l'Égypte, pas uniquement du côté des djihadistes, hein, qui sont très présents dans le Sinaï, très très présents, et à mon avis durablement présents, sans lien, contrairement à ce que peut dire Israël avec le Hamas, parce que le Hamas est confronté. Il faut savoir que le Hamas est visé par l'État islamique, critiqué, mais violemment à travers les réseaux sociaux, ça apparaît. Et parce qu'ils ont participé à des élections. Parce qu'en 2006, ils ont remporté les élections notamment. Donc il y a des critiques. Et puis il y a donc ce réseau, là, ces réseaux extrêmement durs dans le Sinaï, et puis de temps en temps aussi dans la capitale, là, il y a... Mais le problème, c'est que les ressorts de ces printemps arabes, les frustrations de ces jeunes, le problème de l'emploi, le problème de la corruption, le problème de la prédation par les familles et les héritiers. Hein, là, il y a des points communs entre Ben Ali, Moubarak, Saleh au Yémen, les Assad aussi, avec la prédation de toutes les rentes, hein, téléphoniques, pétrolières, etc. Eh bien, cette société civile qui est forte en Égypte va se réveiller de nouveau. À mon avis, si ça continue comme ça, il y aura donc un réveil. Alors, puisqu'on critique souvent la politique française parce que pas suffisamment vigilante et active dans le domaine des droits de l'homme, là, on peut reconnaître, il suffisait de regarder le visage d'Abdel Fattah al-Sisi lorsqu'il y a eu une conférence de presse avec François Hollande, lorsque François Hollande s'est déplacé, où François Hollande a parlé de la question des droits de l'homme. Et puis il y avait des journalistes français qui interrogeaient. Sisi apparaissait un peu démonté. Comment, moi, le nouveau pharaon, me critiquer comme ça, publiquement? Donc là, il peut y avoir aussi un risque pour la stabilité. Et je pense qu'il y aura de nouveau un réveil. Les ressorts de ces révolutions arabes ne se sont pas éteints. Ils existent toujours. Et à mon avis... mais ceci dit, sur le plan, disons, de l'équilibre régional, pourquoi je dis que c'est important que l'Égypte existe? Compte tenu de ce qu'elle représente dans l'histoire aussi, le pays arabe le plus peuplé. Voilà, donc c'est, comme on dit, le disent les Égyptiens avec excès, Misr, Dunya. C'est la mer du monde. Bon, ça agace beaucoup les autres pays arabes, mais enfin, ça repose sur une réalité. Il vaut mieux une Égypte. Et quand il y a eu les deux Mistral, parce qu'on se dit comment donner deux Mistral, il faut savoir pourquoi. Les Mistral, c'est certainement pas pour la répression interne, c'est pour garder le canal de Suez et aussi le détroit en mer Rouge, aussi, un Bab el-Mandeb. C'est ce à quoi va être utilisé très probablement ces deux Mistral. Voilà. Non, c'est vrai qu'en 2012, mais je crois que j'y ai fait allusion,
que les Russes étaient beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont vis-à-vis de Bachar el-Assad, pour dire on n'est pas attaché à la personne de Bachar el-Assad. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitaient, c'est la continuité du régime. Nous, dans une première phase, les Occidentaux, d'une manière générale, c'était le régime disparaît. On a beaucoup évolué. Nous, la France, pas vis-à-vis de Bachar el-Assad. On pense que s'il devait rester, eh bien, il n'y aura pas de solution politique durable. Ça, il n'y a pas de doute. Enfin, il est là pour l'instant. Pour les négociations, ça doit se passer en partie par lui et surtout par son entourage, mais qu'au bout du processus politique, il ne soit plus là. Bon. Et là où on a évolué, c'est sur, disons, le maintien et la permanence de ce régime. Non pas, il n'y a pas que des mauvais, j'étais en poste aussi en Syrie, puis surtout quand j'étais directeur NMO, très fréquemment en relation avec la Syrie et puis les responsables du parti Baas. Ils ne sont pas tous mauvais, hein, il ne faut pas se tromper. Et donc éviter le scénario irakien, c'est-à-dire l'éradication du parti Baas, de l'armée syrienne, même ceux qui se battent, les malheureux. Ce sont des conscrits, sauf ceux, évidemment, qui ont pu échapper, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent parmi les réfugiés parce qu'ils ne veulent pas faire leur service militaire. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions parce que le sujet, on pourrait y passer la nuit et même plusieurs nuits, mais vous avez répondu à beaucoup de questions. Merci pour cette intervention. Et... Merci à vous. J'ai pas...